Avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Après examen et adoption du compte rendu sommaire de la séance plénière du jeudi 20 mai 2021, les parlementaires ont procédé ce matin au contrôle de l'action gouvernementale relatif aux questions d'interpellation et d'actualité. Une occasion saisie par l'honorable Ali Yonamata en tant que représentant du peuple de poser aux représentants du gouvernement, notamment le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, une question sur la situation de mendicité au Niger et particulièrement de la ville de Niamey, ce qui ne laisse pas sans voix le chargé de la protection sociale. Tout ce que nous avons développé, c'est notre contribution pour endiguer ou bien pour participer à réduire de façon drastique ce phénomène de la mendicité. Ce que notre ministère est en train de faire, j'ai traité de deux volets. Le premier volet, il s'agit de la politique élaborée contre le travail des enfants. Vous le savez très bien, souvent les enfants sont envoyés sous prétexte de l'école coranique, mais en réalité c'est une exploitation. Ils ne sont même pas au niveau de l'école, ils sont dans la rue. Donc la première politique qui nous concerne, le premier aspect qui nous concerne, c'est la politique que nous avons développée contre le travail des enfants. Ça c'est le premier aspect. Maintenant, le second aspect, comme je vous l'ai dit, le gouvernement du Niger a fait un plaidoyer pour concevoir et exécuter un projet à hauteur de 15 milliards et il concerne certaines zones spécifiques de vulnérabilité pour prendre en charge la jeunesse qui est là laissée à elle-même. La jeunesse qui est sortie du système scolaire et qui est laissée à elle-même, donc qui est vulnérable, qui peut être tentée par autre chose. Donc, que fait ce projet-là? Donc, je parle du PGIP. Que fait ce projet? Donc, il part dans une zone. Et au niveau d'une commune, il recense à travers une étude bien réalisée avec les différents acteurs sur le terrain. Et on cible un certain nombre de jeunes à qui on donne la formation par rapport au métier à exercer sur place. On leur donne les outils, ils sont financés pour le démarrage. L'ordre du jour étant épuisé, la deuxième vice-présidente de l'Assemblée nationale a précisé que les travaux en séance plénière reprendront le mercredi 26 mai 2021 à 9h30 avec ordre du jour présentation de la déclaration de politique générale du gouvernement. Cette année 2021, nous sommes à notre 7e édition. C'est effectivement pour prouver que nous sommes toujours là et que nous sommes là pour la satisfaction des malades. Et par rapport donc à l'évolution de la technologie, par rapport donc à l'actualité, nous pensons que nous pouvons donner des informations à la population, donner des informations à l'ensemble des techniciens par rapport à la prise en charge de la pandémie du Covid-19 par exemple, et par rapport à tous les thèmes d'actualité qui ont des rapports avec la santé. Nous pensons principalement à la sécurité qui est menacée et donc les techniciens de laboratoire et les agents de santé qui se trouvent dans les zones de conflit armé nous préoccupent à plus d'un titre. Quand vous prenez la biologie au Niger et la biologie dans l'ensemble, vous savez très bien que s'il y a un seul médicament, ne serait-ce le plus courant que vous connaissez, les paracétamol, les aspirines, les consorts, les antibiotiques que vous connaissez, il n'y a pas un lieu de fabrication de ces produits si ce n'est pas le laboratoire. Si vous connaissez un seul vaccin de prévention de ces maladies,
il n'y a pas un lieu de fabrication, de découverte en dehors du laboratoire, donc du cadre de la biologie. Et si vous prenez en tout cas tout ce qu'il y a par rapport aux médicaments, par rapport à la découverte même des germes, des microbes responsables de ces maladies, c'est toujours le laboratoire qui découvre. Et donc, par rapport donc à la prise en charge, le traitement préventif, curatif et même le suivi du malade, que ce soit les malades victimes des maladies pandémiques, épidémiques et même chroniques, c'est toujours le laboratoire qui intervient. Sans compter tout le processus mis en place pour le recouvrement de coûts. Aujourd'hui, je vous donne l'exemple, si l'hôpital fait 1 million de recettes par jour, c'est que les examens de laboratoire participent à hauteur de près de 50, sinon plus de 50%. Et donc, nous avons notre rôle dans tous les processus de santé. Nous avons dit d'ailleurs depuis un certain temps que le laboratoire reste le dernier souci du ministère de la Santé. Vous partez dans tous les services de santé, peut-être que si ce n'est pas les agents de santé, entre eux, certains ignorent même l'existence et le rôle du laboratoire en tant que tel. Et donc, sans compter aussi que nous avons toujours dit que le travail d'agent de santé, et particulièrement du laboratoire, ne peut jamais être rémunéré à sa juste valeur. Donc, nous pensons être quand même important par rapport à beaucoup de choses. Et les problèmes que nous rencontrons sont d'ordre peut-être de matériel, sont d'ordre en tout cas de frustration sur le terrain. Parce que les risques, on n'en parle même pas. Parce que quand tout de suite je vous disais qu'il y a des agents de laboratoire qui servent en tout cas dans les zones de conflit au risque de leur vie. Donc, indépendamment de ça, tout malade, que ce soit victime de choléra, que ce soit victime de VIH-Sida, que ce soit victime de pandémie, le premier à travailler sur ces malades, c'est-à-dire l'échantillon de ces malades, c'est d'abord le laboratoire. Et donc, s'il y a de risques de contagion, les laborantins, les techniciens du laboratoire sont les premiers en tout cas à être concernés par les contaminations. Allah subhanahu wa ta'ala, par ses bienfaits, il nous a donné l'occasion de nous racheter à chaque fois que des manquements ont été constatés dans l'accomplissement d'un des piliers de l'islam. Donc, quand le musulman a pu jeûner le mois de Ramadan, il se pourrait que des manquements soient constatés, et par ce fait, Allah subhanahu wa ta'ala, par sa grâce infinie, il nous a offert la possibilité de pouvoir nous racheter à travers les actes surrogatoires. Voilà le jeûne du mois de Ramadan accompli. Les fautes commises au cours de ce mois, Allah nous a donné la possibilité de pouvoir nous racheter en faisant des journées de jeûne surrogatoires. Avant de parler déjà des 6 jours du mois de Shawwal, je souhaite bonne fête à la Oumma islamique dans son ensemble, et je rappelle que une fois le Ramadan accompli, de ne pas baisser les bras, puisque l'objectif est loin d'être atteint. Nous ne sommes pas encore au paradis. Le Seigneur, il est vivant, il est éternel. Nous devons continuer de l'adorer à chaque instant jusqu'à ce que le dernier souffle nous vienne. Les 6 jours que le musulman est appelé à jeûner au cours du mois de Ramadan, je rappelle que le hadith célèbre, c'est le hadith rapporté par Abu Ayyub al-Ansari, le premier des compagnons qui a accueilli le messager quand il a émigré de la Mecque à Médine. C'est Abu Ayyub qui a rapporté du messager sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit, celui qui jeûne le mois de Ramadan et il l'a suivi de 6 jours de jeûne dans le mois de Shawwal, Allah subhanahu wa ta'ala va faire en sorte que la personne ait des récompenses comparables au jeûne d'une année entière. Donc là, puisque Allah subhanahu wa ta'ala, chaque bonne action est multipliée par 10. Les 30 jours, on les multiplie par 30, ce qui fait 300 jours. Et l'année à 360 jours. Maintenant, les 6 jours, on les multiplie par 10, ça fait 60 jours. Voilà les 30 jours du mois de Ramadan qui sont comparables, si vous voulez, à 10 mois. Et voilà les 6 jours du mois de Shawwal qui sont aussi comparables à 2 mois de jeûne. Donc le musulman doit
doit faire tout pour pouvoir jeûner ces 6 jours-là, parce que nous n'aurons pas la possibilité de voir la totalité des ramadans sur terre. Nous qui avons cette chance d'être en vie aujourd'hui, nous devons profiter de chaque instant de notre vie. Ce problème que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, en fait, ne nous est pas tombé comme ça innocemment du ciel. Dans une certaine mesure, c'est aussi un problème qu'on a acheté, puisque c'est la conséquence de nos façons de faire, de nos propres conduites aussi. Et donc, il y a aussi ce qu'il y a à faire, c'est aussi de faire l'autocritique et de changer de cap, de changer de façon de faire. N'est-ce pas? Si on ne peut pas faire ça, eh bien, on va continuer à être confronté à tous ces problèmes-là. Des milliers de gens vont souffrir. Voilà, c'est ce qui va se passer. Si on ne veut pas changer, voilà, il faut un changement dans ce pays. Et le changement, là, c'est sur tout le plan. Voilà, le jour où un changement va vraiment se faire, eh bien, je pense que ce problème, on pourra le résoudre. Sinon, quand même, regardez tout l'espace sahélien. Vous avez combien d'États avec les moyens qu'ils ont, même seuls, même sans le soutien de l'extérieur, ils devraient pouvoir faire face à des groupes armés qui se constituent à l'intérieur de ces pays-là. Regardez le Nigeria. Le Nigeria, c'est quand même une grande puissance. C'est la première puissance économique d'Afrique, n'est-ce pas, en termes de population, en termes de richesse. Qu'est-ce que le Nigeria n'a pas? Et comment ça qu'un pays comme le Nigeria, un État comme celui du Nigeria, est tenu en respect par des groupes déjà armés, les Boko Haram, des bandits qui enlèvent des gens, etc. Et puis tout un État, avec tous les moyens dont il dispose, n'arrive pas à faire ça. C'est la même chose. Le Nigeria, c'est trop grand. Mais même nos pays, n'est-ce pas, ne sont pas si démunis que ça. Comment se fait-il qu'un pays comme le Mali, un pays comme le Burkina, un pays comme le Niger, un pays comme le Tchad n'arrive pas à faire face à ça? Comment ça? Ça demande, ça nécessite vraiment une vraie réflexion, un vrai débat sur qu'est-ce qui fait que des groupes de gens vont venir, ils vont recruter quelques personnes, vont venir, ils vont recruter des paysans, des éleveurs, ils vont les entraîner, ils vont les armer, etc. Et ils vont tirer en échec des armées entières. Comment on est arrivé à ça? Qu'est-ce qui explique ça? C'est quand même tout un drame. Ça mérite une réflexion. Bien entendu, beaucoup de gens vont dire, ah oui, bon, il y a aussi l'effet de l'extérieur, etc. Mais en tout cas, quelle que soit l'affaire, ça pose problème. Comment se fait-il que des groupes de personnes sur des motos, etc., machin, s'organisent petit à petit jusqu'à devenir une puissance face à laquelle il faut même faire appel à d'autres puissances pour venir résoudre les problèmes? On n'est pas sérieux d'avoir ce genre de problème-là. Détournement présumé de fonds publics. Bazoum ordonne une inspection générale d'État aux finances et au trésor, a constitué un des titres du journal L'enquêteur qui rapporte qu'une inspection générale d'État est en cours au ministère des Finances et au Trésor national. Les enquêteurs sont, selon le journal, sur les traces d'un vaste détournement de fonds publics. L'heure du grand ménage a-t-elle sonné? S'interroge le journal, pour qui, il faut l'admettre, d'une certaine façon, Bazoum Mohamed a su marquer les esprits à travers son discours d'investiture. Il a fait forte impression en dénonçant les tares qui ont irrémédiablement perverti les 2 mandats de son prédécesseur et mentor. Le deuxième grand problème de notre gouvernance réside dans la prévalence des pratiques de concussion et de corruption au sein de l'administration, a-t-il ouvertement reconnu. Pour un courage politique, c'en est un, explique le journal, pour qui mieux, le nouveau président de la République a clairement précisé ses intentions. Je serai implacable contre les délinquants parce que j'ai conscience du tort que porte la corruption au développement du pays. 1 mois et demi après cette profession de foi, Bazoum Mohamed est-il en train de joindre l'acte à la parole? S'interroge toujours le confrère. En effet, une inspection générale d'État est diligentée au ministère des Finances et au Trésor national
nationale aux fins de faire la lumière sur des lourdes présomptions de détournement de fonds publics sur des dépenses de transport au titre du cabinet civil de la présidence de la République entre 2017 et 2020. À propos toujours de cette malversation financière, le journal La Nation rapporte à sa une qu'un faussaire est dans le circuit de la dépense du trésor public découvert et écroué. La volonté du président de la République d'assainir la gestion de l'État et de mettre fin aux pratiques corruptives est en marche. Selon le journal, il a dit dans son discours d'investiture que plus personne ne sera protégé par son parti, son clan et ou par une quelconque affinité. Aussitôt en fonction, aussitôt le voilà à l'œuvre. C'est ainsi que des investigations diligentées ont permis de mettre la main sur un faussaire dans le circuit de la dépense du Trésor à la présidence de la République. De quoi s'agit-il? Le journal nous explique plus loin dans ses colonnes que le mis en cause dans cette fouille, le chef du service matériel de la présidence de la République a décidé d'outrepasser ses compétences dans l'optique de se faire de l'argent sur le dos du contribuable en usant des moyens frauduleux. Ainsi, le faussaire, désormais identifié et écroué, utilisait des faux cachets et introduisait des fausses lettres d'autorisation de paiement pour prendre de l'argent à son propre compte au trésor public. Pour parvenir à ses fins, il contournait la direction générale du budget et imitait la signature du secrétaire général adjoint du ministère des Finances. Selon les informations en possession du journal, l'année 2021 marque la fin de toutes les opérations sombres de cet individu véreux. En effet, le journal confirme que ces manœuvres frauduleuses ont été découvertes avec l'émission de 5 lettres d'autorisation de paiement. C'est là le point de départ d'une investigation ayant conduit le ministère des Finances à procéder à une vérification plus générale sur les exercices non clôturés. Il ressort selon les investigations qu'en 2020, il aurait perçu auprès du Trésor plusieurs centaines de millions de francs CFA en utilisant des lettres d'autorisation de paiement frauduleuses. Plus loin, les investigations ont découvert que le forfait de ce faussaire remontait à 2017. Il aurait détourné plus de 3 milliards de nos francs. Les investigations sont en cours pour déterminer le montant des sommes ainsi détournées. D'après toujours les informations recoupées, le faussaire aurait sans doute bénéficié de complicité que l'enquête diligentée permettra de découvrir. Puis, face à la situation sécuritaire inquiétante, les Nigériens condamnés à s'unir, écrit dans ce titre le journal La Griffe. Selon le journal La Griffe, de Difa à Tillabéri, en passant par Tawa et Maradi, une vaste étendue du territoire nigérien est désormais en proie à une situation sécuritaire un peu plus inquiétante. À l'allure où les choses semblent évoluer, le journal écrit qu'aucune portion du pays n'est à l'abri de la menace, directement ou indirectement. Le vendredi dernier, plusieurs chaînes de télévision de la place ont montré ce spectacle désolant où des villageois de la région de Tillabéri étaient en train de fuir leur village pour échapper aux attaques terroristes. Plusieurs dizaines de personnes, dont des femmes et des enfants, sont arrivées de la ville de Tillabéri en provenance, indiquant des villages de la commune d'Anzourou, devenue depuis quelque temps une zone de prédilection des groupes armés, probablement des terroristes opérant dans le nord du Mali voisin. Le mouvement de ces personnes intervient quelques jours après des attaques meurtrières attribuées à ces groupes enregistrés dans la région de Tillabéri, aussi bien du côté du Mali que du Burkina Faso. La dernière attaque en date est celle enregistrée le mercredi 12 mai, jour de la fête de l'Eid el-Fitr, dans le village de Fantio, situé dans le département de Bankilare, près de la frontière du Burkina Faso. Ainsi qu'on peut le constater, le journal écrit que le Niger traverse une situation sécuritaire assez préoccupante. Face à une telle situation, le pays a nécessairement besoin de la cohésion de ses filles et de ses fils. Cette cohésion doit commencer au niveau des acteurs politiques dont les clivages et autres calculs de positionnement ont porté de nombreux préjudices au pays. Même si son élection continue à faire l'objet de contestations, le journal écrit que le nouveau président de la République doit créer un cadre pour réunir les différents acteurs politiques afin de réfléchir sur les principaux défis auxquels le Niger fait face, notamment l'insécurité, afin d'identifier les solutions possibles.
À propos toujours de cette insécurité dans la région de Tillabéri, le journal L'Actualité s'interroge dans ses titres. La zone du fleuve va-t-elle basculer aux mains des terroristes? Au Niger, la situation sécuritaire ne cesse de se dégrader, principalement dans la région du fleuve où la paix et la quiétude sociale sont devenues des vains mots sous l'impuissance du gouvernement et des autorités locales à qui revient la protection des habitants de cette zone sous l'état d'urgence sans effet sur les terroristes et leurs commanditaires et ou complices. La paix ne règne plus dans cette région à cause de la porosité des frontières qui, malheureusement, au lieu de rendre impossible les incursions terroristes dans cette zone qui tombe petit à petit dans les mains des groupes armés, le gouvernement, on ne sait pour quel intérêt, se limite, selon le journal, à des conseils de sécurité et des laconiques communiqués en cas d'attaque terroriste. L'État est absent dans la grande partie de la zone du fleuve, toute chose qui a permis aux terroristes d'imposer leur loi à un peuple meurtri depuis 2012. La zone du fleuve est sur le point de basculer dans les mains des djihadistes et cela ne fait malheureusement ni chaud ni froid, particulièrement aux hommes politiques issus de la région de Tillabéri, incapables de se mobiliser et de s'organiser en un bloc pour venir en aide à leurs fidèles électeurs. C'est très dommage pour ces hommes et ces femmes qui ont choisi délibérément d'observer un silence de non-sens vis-à-vis des massacres des paisibles citoyens opérés par des bandits armés même en période de fête. Le pire est déjà là, écrit le journal, puisque les populations rurales commencent à se déplacer en masse vers les centres urbains à la recherche de quoi manger pour survivre. C'est le cas précis des populations des villages issus de la commune rurale d'Anzourou qui sont arrivés à pied à Tillabéri après avoir parcouru plusieurs kilomètres en cette matinée de vendredi 14 mai 2021. Parmi elles se trouvent des personnes âgées, des femmes allaitantes ainsi que des petites filles et garçons fuyant les menaces terroristes qui pèsent sur eux sans aucune protection de l'État. Estimée à plus de 700 personnes, cette foule d'hommes et de femmes ne compte désormais que sur l'aide des humanitaires aux yeux impuissants des autorités locales. Ne savant où aller, ces personnes sans espoir se sont allongées à la tribune officielle pendant que d'autres au niveau du gouvernorat du Tillabéri en implorant le ciel et la terre pour que des miracles se produisent. Puis en actualité officielle, le journal Niger Interhebdo nous rapporte dans ses titres la visite du chef de l'État à Paris, le financement des économies africaines et la restructuration de la dette à l'ordre du jour. Le président de la République, Bazoum Mohamed, a quitté dimanche 16 mai dans la matinée en direction de Paris où il prendra part au sommet sur le financement des économies africaines. Au programme des échanges, il y a les modalités de financement des économies africaines et la question de la restructuration de la dette des pays africains. L'Afrique, à l'instar des autres continents, est aussi impactée par la pandémie de la COVID-19. Un nouveau contexte qui nécessite un nouveau paradigme de financement de l'économie. Peut-on lire sur le compte officiel Twitter de la présidence du Niger. Le lundi 17 mai, au lendemain de son arrivée de la capitale française, le président de la République a reçu en audience à la Villa Niger à Paris le directeur général de la Société financière internationale, M. Makta Diop. Tête-à-tête avec le patron de la SFI avant le sommet de ce mardi. Il faut dire, selon le journal, que le sommet sur le financement des économies africaines, prévu le mardi 18 mai 2021 et qui réunit plusieurs dirigeants européens et africains, entend pencher sur le contexte économique actuel, notamment dans les pays africains. Un contexte marqué surtout par le ralentissement économique dû à la crise sanitaire de la COVID-19. À l'initiative du président français Emmanuel Macron, la rencontre de Paris vise à relancer l'économie africaine qui ressent encore le choc de la pandémie. De l'avis de plusieurs économistes, bien que l'Afrique soit moins touchée par la pandémie, celle-ci a quand même affiché un recul de son produit intérieur brut PIB de 1,9% en moyenne en 2020. Et selon le Fonds mondial international FMI, pour une relance de l'économie africaine, un financement de 400 000 $ est nécessaire. Et pour finir, parlons de la diplomatie. Notre compatriote Maman Sabo Sidikou a été nommé au poste de haut représentant du président de la Commission de l'Union africaine pour le Sahel et le Mali. Il remplace à ce poste l'ancien président du Burundi, M.
Pierre Bioya, décédé en décembre 2020 à Bamako. Ancien journaliste reconverti dans la diplomatie, M. Maman Sambo Sidikou occupe depuis 2018 le poste de secrétaire permanent du G5 Sahel. Auparavant, il a assuré des hautes fonctions dont celle de représentant de l'Union africaine en Somalie et de l'ONU en République démocratique du Congo. Au Niger, il a occupé le poste de ministre des Affaires étrangères et de la coopération. Et c'est l'essentiel de l'actualité à travers les journaux cette semaine. Très bonne lecture et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.